Je dirais que me concernant, les 3-4 dernières années de fonction valent quasiment 10 ans de ce que j'ai pu vivre précédemment autour de mes 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Mettling. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de Nouvelle Donne. Je suis Sandra Marconi, journaliste pour Media Meeting, et je suis avec le créateur de ce podcast, président et fondateur du cabinet de conseil Topics, Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Pour cette saison, Bruno, nous accueillons donc à chaque épisode un DRH qui vient nous parler de sa vision du métier, des grands changements de la fonction dans cette époque très particulière ou encore des enjeux de demain. Et aujourd'hui, Bruno, vous avez choisi de recevoir Maud Liévin, DRH France d'Alstom. Et je vous laisse le soin de nous expliquer pourquoi ce choix. Alors, il y a beaucoup de raisons. Vous allez voir que l'actualité de Maud est extrêmement riche. La première raison, c'est que c'était important pour moi d'avoir une grande voix de la fonction RH de l'industrie. On a entendu pas mal des secteurs des transports, de la logistique, du luxe et des cosmétiques. C'était important pour moi d'avoir cette voix de l'industrie dont on sait évidemment combien elle est porteuse d'enjeux, combien traditionnellement la fonction RH y est puissante. Et Maud symbolise bien ces parcours de DRH de l'industrie. Et c'est un parcours d'abord de fidélité, de loyauté, plus d'une vingtaine d'années au service d'Alstom. Donc elle a accompagné toute l'histoire moderne d'Alstom dans les bons et les moins bons moments. La deuxième raison, c'est que l'actualité de Maud est riche. Elle est riche de plusieurs éléments. Bien sûr, elle a été en charge de coordonner tout ce chantier Covid à un moment donné en France. En tout cas, elle a eu ce rôle, comme beaucoup de DRH, de coordonner les accompagnements des enjeux santé de cette crise terrible que l'on a connue et qui n'est pas, évidemment, on le sait bien, complètement achevée. La deuxième raison, c'est que son actualité est riche aussi de différentes réformes, transformations qui sont en cours. On pense en particulier à tout ce qui se passe du côté de la Convention de la métallurgie, mais j'ai surtout voulu qu'elle vienne aujourd'hui pour nous parler des processus de fusion. On sait bien que les rapprochements d'entreprises, c'est toujours des sujets extrêmement sensibles, extrêmement délicats, qui mettent la fonction RH au cœur de ces rendez-vous. Et Alstom, c'est une histoire d'abord d'une fusion qui n'a pas abouti. On pense à la fusion avec Siemens. Et puis aujourd'hui, une fusion qui a abouti, celle avec Bombardier. Donc ça sera aussi un thème sur lequel, si elle le veut bien, je l'interrogerai avec beaucoup d'intérêt parce qu'encore une fois, ces processus de rapprochement, de fusion, de regroupement qui sont très fréquents dans l'actualité de la fonction RH sont toujours des enjeux difficiles. Voilà pourquoi je suis très heureux que Maud ait bien voulu accepter d'être mon invité aujourd'hui. Alors Maud, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Bruno et merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on est très content de vous recevoir. Vous avez effectivement relevé un défi compliqué d'une fusion entre Alstom et Bombardier en l'occurrence. Et on a beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Mais commençons par le début. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi être DRH en 2022 ? Vaste question. Je pense que j'aurais répondu différemment en 2021 par rapport à 2022. Pour moi, aujourd'hui, la fonction RH, c'est à la fois une certaine continuité, mais c'est également et surtout, je pense, un changement extrêmement profond qui se voit pas forcément de prime abord, mais qu'on vit au quotidien et avec la crise, on a vraiment un changement de la fonction. Pour moi, la DRH, globalement, a vécu véritablement un tsunami ces dernières années. On a connu la loi Macron, on a connu, pour Alstom, des fusions, des acquisitions, dont on parlera peut-être certainement plus en détail juste après. On a connu aussi les changements liés à la loi Macron, liés à la convention collective, le Covid, les méthodes de travail, l'organisation, le management, tout a été extrêmement bousculé. Et je dirais que me concernant, les 3-4 dernières années de fonction valent quasiment 10 ans de ce que j'ai pu vivre précédemment autour de mes 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Donc aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que les RH sont devenus une fonction quasi centrale, quasi incontournable, sur tous les sujets qui soient liés à l'organisation du travail, qu'ils soient liés à l'accompagnement du changement, ce qu'on appelle le change management, qui n'est pas un vain mot, qui peut paraître parfois assez abstrait, mais c'est fondamental dans nos organisations actuelles. On parle aussi beaucoup de RSE, c'est aussi assez nouveau, de D&I, diversité et inclusion. Ce sont des chantiers qu'on a ouverts au fur et à mesure des années, mais pour moi, la RH est vraiment aujourd'hui au milieu de l'ensemble de ces sujets et vraiment là pour accompagner ces changements. Alors commençons justement, Bruno en parlait tout à l'heure, par le Covid. Vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer dans le secteur de l'industrie avec le Covid ? Alors en fait, c'est arrivé très vite, on n'y croyait pas. On a appris quasi du jour au lendemain qu'on devait renvoyer l'ensemble de nos salariés chez eux.
C'était une première. Moi, j'avais dit à l'équipe RH, surtout, personne ne part, on reste tous ensemble parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour traiter. Et donc, force a été de constater que le lendemain, on était tous à la maison et on a été obligé de mettre en place une organisation du jour au lendemain qui n'était pas du tout prévue, qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et au niveau d'Alstom, on travaillait sur le TAD. Et ça faisait 18 mois, 24 mois. Alors ça fait très, très hors d'âge, hein, mais en fait, on en était, il y a 2 ans, uniquement à des sites pilotes qui, 10% de la population travaillait 1 jour par mois en TAD, 1 jour par semaine grand maximum. Et là, on s'est retrouvés, in fine, tous à la maison, du jour au lendemain. Et on a trouvé une organisation très rapide sur la fonction RH, puisqu'il a fallu prendre des décisions extrêmement rapides. En ce qui nous concerne, en 10 jours, on a négocié un accord avec l'ensemble des partenaires sociaux. On a réussi à se connecter, on a réussi à emmener tout le monde et on a réussi en une dizaine de jours à signer un accord qui nous a permis en fait de structurer l'arrêt et surtout d'être en capacité de reprendre très vite, ce qui pour l'industrie était un enjeu majeur. Il y a des industries qui sont restées des semaines et des mois fermées. Nous, on a eu la chance, grâce à cette organisation, grâce à cet accord, de fermer 10-12 jours et de réorganiser de façon structurée la reprise du travail et pour les gens qui étaient plutôt en production et le TAD, puisqu'il faut aussi que ça se structure. Hein. Le TAD, ça paraît simple, mais il faut une structuration extrêmement importante pour que ça soit géré. Et on l'a fait en 15 jours. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé qu'on est passé du stade pilote en une semaine au stade, on est tous en TAD et on a ensuite travaillé à une reprise progressive et je dirais que un des premiers chantiers qu'on a mené à la reprise était de renégocier un accord TAD qui a été aussi signé assez rapidement, 4 à 6 mois de négociation quand même, où là, on a été en capacité de proposer du TAD pour toutes les fonctions qui étaient possibles, alors que 2 ans avant, ça nous semblait absolument pas possible. Donc ça va très, 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 très vite. Ce que ça change aussi également, c'est sur le comportement de nos salariés qui ont vécu une expérience parfois douloureuse pour certains, parfois au contraire très, très enrichissante. Et bien maintenant, il a fallu gérer le retour, il a fallu gérer le collectif et vraiment, ça a été compliqué et je peux vous dire que pour la fonction RH, ça reste très compliqué. J'imagine, est-ce que ça laisse des séquelles aujourd'hui dans votre façon de travailler ? Alors, je ne sais pas si séquelles est le bon mot, mais par contre, ça a laissé des traces, effectivement. Ça a laissé des traces avec une fonction RH qui était en première ligne et qui l'est toujours. C'est-à-dire qu'on a vécu la crise, on a vécu l'après-crise, mais in fine, c'est loin d'être terminé. Et non seulement on a encore la crise sanitaire qui nous suit, qui nous poursuit, mais on a aussi également ce changement du collectif, plus d'individuels. Et aujourd'hui, nous, RH, au niveau d'Alstom, moi j'ai la responsabilité, avec d'autres, mais d'un périmètre de 12 000 salariés, 18 sites. Donc vous imaginez les gens qui sont partis s'installer au bord de la mer, les gens qui ont fait leur confinement à la montagne, beaucoup de Parisiens qui se sont éloignés du centre de Paris pour vivre un confinement. Aujourd'hui, on a un petit peu du mal à comprendre que on n'est pas encore passé complètement au flex office ou au full TAD. Et ça change beaucoup de choses et ça impacte énormément la fonction RH. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Maud et l'interroger sur 2 points. Le premier, c'est revenir un tout petit peu sur ce travail hybride, ces nouvelles travail, et dans une industrie comme celle-ci, sur laquelle évidemment pour toute la production, l'accès au télétravail qui est de compliqué. Comment est-ce qu'on anticipe les risques de fracture entre, encore une fois, ce secteur de l'ingénierie, ce secteur des fonctions support, qui est demandeur de plus de télétravail, avec des enjeux de recrutement et de fidélisation importants, si on n'est pas capable de répondre. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, quand même, ces sites de production et leur attente. Est-ce qu'il y a des réflexions particulières sur la manière d'anticiper ce risque de fracture ? Et puis, le deuxième élément, ça a été dit également, c'est sur la féminisation de ces fonctions de production industrielle. Est-ce qu'il y a c'est difficile, c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'on est sur des comportements lourds d'orientation qui se passent au moment, j'allais dire, de la scolarisation et des études, et donc c'est compliqué de remonter la pente pour progresser en la matière. Est-ce qu'il y a des initiatives qu'a pu prendre Alstom à travers des démarches particulières pour aller rencontrer ces jeunes filles au moment où elles forment leur choix, pour leur dire oui, dans l'industrie, il y a des places, oui, il y a des postes possibles sur les chaînes de production d'Alstom. Voilà, c'est les deux thèmes sur lesquels j'aurais bien relancé Maud.
Alors avec plaisir, parce que c'est notre quotidien. Donc le premier sujet, le sujet de la fracture, c'est une très bonne question. C'est une question sur laquelle je n'aurai pas de réponse très ferme ni définitive, dans la mesure où je fais vraiment la différence entre nos activités sièges tertiaires, où là, il n'y a pas de fracture et il faut qu'on avance et on va avancer, et vraiment la production et les sites industriels. Au niveau des sièges sociaux, au niveau des activités tertiaires, on a aujourd'hui jusqu'à 2 jours de TAD. Sur les sites, on est plutôt sur une journée. Donc, on n'a pas la même approche avec aujourd'hui des fonctions qui ont un TAD moins important que les autres fonctions. La fracture, alors, toujours pareil, parler de séquelles ou de fracture, c'est un peu dur. Mais par contre, la question est vraiment très bonne parce qu'on a senti pendant la crise que la fracture, c'est ouverte au moment où on a fait revenir les gens au bout de 10-12 jours de confinement, les opérateurs et le management, et on avait l'ensemble des bureaux qui étaient en TAD. Là, on a une vraie fracture et ça a été très compliqué. J'ai un petit peu honte de le dire, mais en tout cas, on a payé et on a dédommagé cette population-là. C'est pas quelque chose qu'il faut... on l'a fait sur une durée courte parce qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, je dirais qu'un jour par semaine, ça se gère très bien au niveau des sites. Et je pense, il faut y aller vraiment étape par étape. Et moi, je reste persuadée que sur un site industriel, on a vraiment tout intérêt, peut-être à assouplir l'organisation du travail, mais à rester et à gérer le collectif. Couper complètement la production de l'engineering et des services support, ça serait vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, mais je dirais que c'est un sujet. C'est un sujet. On travaille aussi en faisant plus de communication, puisqu'in fine, on se rend compte qu'on communique, on est beaucoup plus digitaux, parce que aussi cette crise nous a amené à avoir plus de process digitalisés. Et ça, on se rend compte que la population des opérateurs reçoit moins les messages, reçoit moins les communications. Et c'est un sujet qu'on est en train de prendre. Comment est-ce qu'on communique mieux, différemment, par d'autres canaux, mais pour que ces gens-là se sentent aussi intégrés dans les communications qu'on passe sur ce sujet-là. Alors le deuxième point sur la féminisation, c'est aussi une très bonne question. Donc je parlais tout à l'heure de la RSE. Donc au niveau d'Alstom France, on a une politique de RSE axée RH qui touche 5 piliers. Donc le pilier, ce qu'on appelle gender, c'est-à-dire plutôt la féminisation, culturelle aussi, parce que c'est extrêmement important d'accueillir des gens de cultures différentes, le handicap. Est extrêmement important. Tout ce qui est aussi lié aux âges, aux générations. Et enfin, l'insertion. C'est les 5 piliers sur lesquels on travaille. Donc, on a des objectifs groupes, on a des objectifs France, on a des objectifs RH, des objectifs RSE, des objectifs D&I. Donc, avec tous ces 5 piliers, on arrive à couvrir et à faire quelque chose et un ensemble cohérent. Et donc sur le pilier gender, pour en revenir à la question, on a tout un plan d'action qu'on mène depuis un certain nombre d'années, sur lequel le groupe aide beaucoup. On a une structure centrale qui travaille beaucoup sur des formations au niveau des gens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du mentoring, il y a du leadership au féminin, il y a beaucoup d'accompagnement de la population féminine au niveau d'Alstom. Mais vous avez raison, Bruno, c'est quelque chose qu'il faut commencer très, 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 très tôt. Et en France, je trouve qu'on n'est pas en avance du tout au niveau du système scolaire. Et en tout cas, le groupe est vraiment très, 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 très moteur. Et grâce aux associations comme Elle Bouge, comme NQT également, nos quartiers ont des talents, ça nous permet d'avoir une structure qui nous accompagne aussi et qui nous structure. Ouais, ça va prendre du temps. Ça, on sait que ça va prendre du temps. Ça prendra du temps, mais on y travaille vraiment et c'est vraiment un pilier de notre politique RH et politique du groupe. Alors Bruno, je sais que vous avez aussi beaucoup de questions sur cette fusion entre Alstom et Bombardier et sur comment on gère ça du côté RH. Oui, l'idée de cet échange maintenant, c'est effectivement d'entendre le témoignage de Maud sur comment réussir une fusion, un rapprochement. Et il faut d'abord rappeler qu'une fusion sur 2 échoue, 18 mois après sa réalisation, justement sur des enjeux culturels, parce que les conditions d'intégration n'ont pas été réussies. On voit bien qu'il y a eu 2 projets successifs. Un qui, encore une fois, pour des raisons de concurrence, n'a pas abouti, Siemens, mais ça serait peut-être important de voir comment on gère aussi, quand on est RH, l'échec d'un projet sur lequel on s'est mobilisé pendant des semestres
voire des années. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, ce projet réussi, Bombardier. Donc voilà, toute une série de questions. Peut-être pour démarrer l'échange, comment dans votre fonction de DRH France, vous préparez, vous êtes intégré aux équipes qui réfléchissent et qui préparent une fusion. À un moment donné, elle n'est absolument pas publique, elle est encore confidentielle. À quel moment ça démarre l'intégration de la fonction RH dans un processus de fusion ? Alors, dans les groupes comme les nôtres, on a un service qu'on appelle M&A, un Merge and Acquisition, et qui travaille justement à rechercher ce qu'on appelle des cibles dans le jargon M&A. Et donc, il y a tout un travail en amont qui est fait sur lequel, bien sûr, c'est extrêmement confidentiel. On signe des clauses de confidentialité. On se réunit de façon très secrète. C'est la réalité. On ne parle pas on n'a pas de nom, on parle de cible, etc. Et les RH, en fait, sont impliqués généralement, je ne dis pas que c'est 100% du temps parce qu'on a quelques loupés, mais généralement, l'équipe M&A m'intègre, moi, avec une ou deux personnes de mon équipe, avec qui ont une casquette transverse, en amont de la décision, puisque on doit alors tout dépend si on rachète ou on se fait racheter, parce qu'on a vécu un peu les deux, mais on se place dans l'hypothèse qu'on rachète des structures. On y va pas, et si on y va, on rentre dans la phase d'intégration. C'est ça. Je trouve que là, on a quelque chose de très important qui a été dit par Maud. Vous vous rappelez, elle a démarré l'échange en disant la fonction RH est de plus en plus centrale dans la vie des entreprises. On se serait réunis il y a 10 ans, une opération de M&A, et c'est ce que j'ai connu quand j'ai démarré dans cette fonction. Une opération de M&A, c'était en gros les stratèges de l'entreprise qui réfléchissaient avec les financiers à des cibles. Ils ciblaient, et une fois que l'opération est engagée, on demanda à la RH de bien vouloir aller examiner, mais le chiffrage, les synergies, l'ambition avait déjà été quasiment présentée à la communauté financière, et la RH était priée de mettre en œuvre le volet humain des réorganisations. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que décrit Maud, c'est-à-dire que dès la réflexion, on intègre la fonction RH sur les caractéristiques de l'objectif, bien sûr de manière très limitée, très confidentielle, mais elle est présente dès le départ pour caractériser la situation, peut-être éviter qu'on fasse des plans ou des programmes de synergie trop ambitieux, qu'ensuite il faut délivrer dans des conditions qui peuvent être difficiles. En tout cas, le fait d'être présent dès le départ est un des nombreux symboles de la place de plus en plus centrale que prend la fonction RH. Voilà ce que je voulais dire en commentaire. Et c'est vrai que, par exemple, Topix, il y a eu des grandes opérations qui sont connues, mais c'est vrai qu'on a bien voulu, on fait appel maintenant à Topix, dès cette phase de réflexion, parce que préparer, réussir le volet humain de la future opération, se conçoit dès le départ et pas une fois que c'est annoncé, que tous les esprits sont crispés et qu'on n'a pas vraiment préparé le terrain pour intégrer les équipes. Alors on arrive à la deuxième phase, et c'était évidemment la suite de la question, c'est le processus est connu, il a été annoncé, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors là, je dirais que on a parlé de l'acquisition de Bombardier. Quelques chiffres, Bombardier, quand Alstom a racheté Bombardier, ils étaient plus gros qu'Alstom, donc environ 30 000 personnes, 30-35 000 personnes chez Alstom, quasiment plus de 35 000 personnes chez Bombardier. Donc, moi, j'ai vécu aussi ces 2 dernières années des M&A et des intégrations qui sont beaucoup plus petites, avec des structures de 40 personnes. On a racheté 1, 2, 3, 4 structures en 2 ans. Et je peux vous dire que c'est beaucoup moins compliqué qu'une structure comme Bombardier. Bien sûr, je ne vais pas comparer une acquisition de 40 personnes avec une acquisition de 30-40 000 personnes. Mais ceci étant, les enjeux au niveau RH sont extrêmement forts. Et une fois qu'on passe à la phase intégration, là, on commence vraiment à rentrer dans le dur du sujet. Parce que le M&A reste théorique, c'est des audits, on récupère les éléments. L'intégration, on commence à rentrer et à voir en réalité ce qui se passe. Parfois, il y a un petit décalage entre ce qu'on a pu percevoir et ce qu'on voit réellement. Parfois, il y a un petit décalage. Et là, au niveau de l'intégration, eh bien, au niveau RH, on se retrouve un petit peu seul, là, en l'occurrence, parce que toute la structure M&A retravaille sur une autre cible ou reprend son job. Et nous, RH, on récupère l'intégration à gérer. Donc moi, en tant que DRH France, j'ai simplement intégré un site, qui est le site de Crépin. 1800 personnes on était un peu plus de 10-11 000 personnes à l'époque.
Donc le volet, évidemment, le volet d'intégration démarre par le côté social, les consultations, recueillir les avis avec des partenaires sociaux qui ne se connaissent pas toujours, ou du moins qui doivent apprendre à travailler ensemble, et ce n'est pas forcément évident, ou pas, en l'occurrence. Donc ça, c'est évidemment une première étape importante, souvent difficile. Peut-être un mot sur un bon et un moins bon souvenir de cette période d'intégration. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sans trahir évidemment de confidentialité excessive, mais quel est le souvenir qu'il te reste, toi, de ce processus social, on va dire, d'intégration ? Alors, je dirais que le processus social s'est relativement bien passé au niveau d'Alstom. Alors, je dirais, en point pénible, c'est la longueur et la lenteur. C'est-à-dire que c'est des processus, c'est tellement grand, c'est tellement gros que ça dure très longtemps. Donc en fait, c'est un peu les montagnes russes. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Et ça, nerveusement, c'est parfois... la longueur fait que c'est un peu compliqué. Et un exemple, la Commission européenne, pour des raisons de concurrence, a accepté qu'on rachète Bombardier, mais il y avait un impératif, c'était qu'on vende un de nos sites. Donc là, on travaille sur la fin. On a finalisé ce mois-ci, donc ça fait quand même des mois et des années que ça dure, la cession du la cession du site de Reichshofen. Et parce que c'est à CAF, un de nos concurrents. Donc parce que c'est compliqué, ça devait être fait l'année dernière et tous les mois c'est décalé, ça engendre énormément de stress d'un côté comme de l'autre, ça a énormément de questions vis-à-vis des partenaires sociaux sur lesquels on n'a pas toujours des réponses. Donc ça, c'est pas toujours confortable ni agréable. Après, en termes de bons souvenirs, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne chez les autres. Alors, on a appris énormément de choses, parce que le site de Crépin fonctionne vraiment de façon extrêmement différente. Et pourtant, on a un site qui est à 20 km, qui est le site de Valenciennes-Petite-Forêt. Maintenant, ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, voire des années, pour qu'on arrive à bien se comprendre. D'autant plus que je préciserai qu'on était concurrents, et concurrents très proches. Donc, c'est pas simple. Et vous avez eu aucune réponse sociale un petit peu virulente ? Ah oui. Vous en avez eu ? Oui, bien sûr. Ouais. Je dis que ça se passe bien. Ça se passe bien dans l'absolu. C'est jamais très simple. C'est toujours très compliqué. Par contre, on le fait du mieux possible et ça se passe du mieux possible. C'est vrai que les organisations syndicales de Crépin le voyaient pas forcément de la même manière. Donc, oui, il y a tout un travail de fond qu'il faut faire, et en fonction des personnes, en fonction des... Quand je dis personnes, je ne vise personne. C'est-à-dire, il y a le management, il y a les élus. Oui, globalement. Globalement, ça va se faire sur la durée. C'est pas quelque chose qu'on fera du jour au lendemain. Ça peut être long, quoi. Ça sera très long. Mais je trouve que c'est une conclusion pour cette partie de l'échange, que de se dire réussir une fusion dans ce troisième volet culturel prend du temps. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est vraiment ça. Aucune fusion ne se ressemble. On ne peut pas dérouler avec du matriciel. Les valeurs, les identités, elles varient évidemment d'un site à l'autre, quand j'entends Maud. Et donc, on voit bien qu'une des clés de la réussite, c'est d'accepter sur ce troisième volet, de prendre le temps nécessaire à l'intégration par rapport à des copier-coller ou à des approches brutales qui nient l'identité des sites et qui peuvent créer dans la durée, avec des conséquences économiques sur la production très importantes, qui peuvent créer des vraies frustrations. Donc il vaut mieux parfois, quand la difficulté est là, quand les cultures sont fortes, quand les intégrations ne sont pas évidentes, quand les changements sont brutaux pour les équipes par rapport à ce qu'ils ont vécu, il vaut mieux se donner un petit peu de temps pour réussir le process, trouver les thèmes nouveaux sur lesquels travailler ensemble, sur lesquels se mettre ensemble quand les thèmes existants. Voilà, ça fait partie des clés de la réussite d'une intégration sur ce chantier culturel, que de savoir, parfois, se donner le temps. Puis dans d'autres situations, c'est différent. Encore une fois, il n'y a pas une règle unique en la matière. Je trouve que c'est important de le dire. Alors pour conclure, Bruno, quelles sont pour vous les thématiques que vous anticipez déjà pour la DRH ou pour les DRH que vous accompagnez chez Topix ? Pour la rentrée, moi je vois 3-4 thèmes. Il y a celui dont on vient de parler, mais qui concerne un nombre important d'entreprises, qui a beaucoup d'opérations, mais rapporté à l'ensemble des entreprises, ce n'est pas forcément sur l'étagère de tous les DRH de ce pays. Non, il y a un thème qui revient de manière très forte et sur lequel on est très sollicité, c'est le thème de l'évolution des politiques de rémunération. Il ne faut pas se rater. L'inflation, elle est là. Elle oblige à revisiter le logiciel de ces dernières années. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire en redécouvrant tout ce qu'est une politique de rémunération. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'augmentation du salaire en réponse à la hausse des prix. C'est aussi quelle reconnaissance de l'adaptation des compétences, des formations. Autrement dit, il faut trouver dans la nouvelle dynamique salariale qu'appelle l'évolution des prix, des politiques de rémunération qui retrouvent un peu plus d'épaisseur que ces dernières années, auxquelles de façon très faible, on était surtout centré sur la
performance au sens de l'efficacité de la production d'un collaborateur. Donc ça, c'est le premier thème sur lequel on travaille beaucoup. Il y a un deuxième thème, c'est la rapidité, pour ne pas dire la brutalité de l'évolution des comportements. Des entreprises qui étaient des références, qui n'avaient aucun problème, encore une fois, je pense à un travail récent qu'on a fait dans des fonctions risques compliance de la banque, qui étaient vraiment des fonctions qui recrutaient traditionnellement. Voilà. Il y a une telle pénurie de compétences autour d'un certain nombre de grandes thématiques, la cybersécurité, la data, etc., que les entreprises s'engagent dans des chantiers d'adaptation de compétences comme on n'en a jamais vu dans ce pays, c'est-à-dire des formations très lourdes de 18-20 mois sur des ingénieurs à qui il faut revisiter parce qu'évidemment, quelqu'un qui a 40-45 ans, qui est dans un système ingénieur informatique, il accepte de refaire une transformation lourde si à la clé, il y a un diplôme, une certification reconnaissante. Donc, on est en train de monter des partenariats importants avec Télécom Paris, par exemple, pour ne citer que, qui permettent évidemment d'accompagner ces efforts de repositionnement. 400 000 demandes d'ingénieurs qualifiés dans les métiers de la transition numérique et de la data, maximum 100 000 capacité de la formation initiale à produire. Donc, on voit bien qu'on est à la veille d'un très, très grand chantier sur lequel, évidemment, on doit se mobiliser, accompagner les entreprises pour identifier les talents et accompagner ce qu'on dit en bon français, upskilling, reskilling, peu importe, mais c'est l'idée de faire le grand mouvement parce que si on ne le fait pas à l'inverse, il y a des déqualifications massives. Il y a évidemment les ingénieurs thermiques sur les moteurs thermiques qu'il faut transformer et accompagner sur les nouveaux moteurs. Tout le monde l'a en tête. Mais ce qui se passe pour les ingénieurs de l'automobile, ça se passe en réalité avec les transitions climatiques et énergétiques dans beaucoup d'industries. Donc ça, c'est le deuxième chantier des compétences sur lesquels, y compris, j'en profite puisque les pouvoirs publics ont leur responsabilité. Un certain nombre de dispositifs de notre pays n'étaient pas organisés, formatés pour accompagner des entreprises de taille moyenne dans cette transformation fondamentale des compétences. Et il y a quelques éléments à déverrouiller dans notre réglementation, si vous voulez bien. Voilà, deux chantiers parmi d'autres, l'engagement des collaborateurs, la fidélisation, l'attractivité, je le disais en passant. Les choses évoluent brutalement et très, très vite. Très, très vite. Bon, merci Bruno. Pour terminer rapidement, je vais faire un petit portrait chinois avec vous, Maud. Alors, je vais vous poser quelques questions, vous me répondez très rapidement. Par exemple, quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Alors, meilleur souvenir, je dirais, il y en a beaucoup, mais intégration, j'ai intégré un codir d'un site industriel où j'étais la seule femme et j'ai été extrêmement bien accueillie. Donc voilà, c'est important, très important. L'échec qui vous a fait grandir ? Alors, je dirais, j'ai pas un échec, mais plusieurs échecs. Et je pense que ça tourne assez régulièrement autour de la communication. On a l'impression qu'on communique, qu'on passe des messages. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas passé nos messages. Donc, communication, pour moi, c'est compliqué. L'entreprise que vous auriez voulu inventer ? Sarenza. Très bonne idée. Une citation que vous aimez répéter ? Le mieux est l'ennemi du bien. Un entrepreneur que vous admirez ? Pas un seul. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs et tous les artisans m'épatent. Si vous deviez explorer un autre métier ? Je dirais que la RSE, c'est un peu lié, mais la RSE, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et enfin, une inspiration pour nos auditeurs, un film, un livre, une exposition, quelque chose qui vous a inspiré récemment ? Alors, malheureusement, je trouve assez peu de temps pour lire, mais par contre, récemment, je suis allée voir un humoriste qui passait au théâtre à Paris, qui s'appelle Karim Duval, que je conseille, vraiment. Très bien, Karim Duval, c'est noté. Bon, merci beaucoup, Maud Liévin, d'avoir pris le temps de nous Maud. répondre. Bruno, c'était la dernière pour cette saison. Ça a été un vrai plaisir de vous accompagner toute cette saison. Plaisir partagé. Et encore une fois, c'est une fonction qui mérite que l'on accompagne son actualité, qu'on accompagne je pense à tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui s'engagent dans ce métier et à qui cette émission était quelque part dédiée. Il y a tous ceux qui pratiquent déjà, qui sont évidemment en responsabilité. Puis je pense à tous ces jeunes qui s'engagent dans cette fonction aujourd'hui et que ces émissions visent aussi à accompagner pour souligner tout l'intérêt de ce fabuleux métier des ressources humaines. Bon, on espère une saison 3 de Topics. On tient évidemment rapidement au courant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Maud, merci Bruno. À bientôt. Merci, au revoir. À très vite, merci, au revoir. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Mettling.